Depuis 2019, vous présidez donc JC Lattès, des éditions JC Lattès. Comment êtes-vous arrivé à ce poste et surtout dans quel contexte ? Avant de diriger les éditions Jean-Claude Lattès, je dirigeais le livre de poche dans le même groupe, le groupe Hachette. Et moi, venant de l'édition grand format, après ces années merveilleuses à travailler sur la deuxième vie du livre qu'est le petit format, j'avais très envie de revenir dans l'édition grand format et s'est présentée l'opportunité de diriger cette formidable maison que sont les éditions Jean-Claude Lattès. Comment êtes-vous tombé dans les livres lorsque vous étiez plus jeune, lorsque vous étiez enfant ? Moi, j'ai grandi entourée de livres. Les bibliothèques, c'était les œuvres d'art de la maison. La lecture, c'était le sport familial. J'aime bien raconter cette anecdote avec laquelle j'ai grandi, qui est que mon père, pour demander en mariage ma mère, lui a demandé « Est-ce que tu veux faire une bibliothèque avec moi ?» Je suis très fière, très heureuse qu'à présent, les rayons de leur bibliothèque soient aussi remplis avec les livres que je publie. Effectivement, vous avez été donc directrice générale du livre de poche. Qu'est-ce que ça représente finalement justement ce format poche dans un monde justement où les gens ont un budget qui est contraint, où les questions économiques sont quand même assez importantes, notamment dans le champ de la culture. Le format poche, un de ses attraits, c'est le petit prix. Quand je dirigeais le livre de poche, l'idée c'est vraiment de travailler l'accessibilité à tous de la culture, la démocratisation de la lecture, que ce petit format permet aller chercher les lecteurs là où ils sont, mais pas forcément en train de lire. Quand je dirigeais le livre de poche, on a lancé le camion qui livre, il existe les food trucks, et donc on a inventé un book truck, un camion rouge qui fait la tournée des plages l'été pour ceux qui ne seraient pas allés avec un livre sur la plage. Alors vous avez lancé les escales. Est-ce que vous aviez aussi finalement cette fibre d'entrepreneuse ? Parce qu'on le sent quand même chez vous finalement. Ça va quand même au-delà du champ strict des livres et de la littérature. La littérature et l'édition, pour moi, c'est à la fois une passion et une grande chance d'avoir pu en faire un métier et une mission. Je me considère en toute immodestie comme investi d'une mission quasi d'utilité publique. Faire lire les gens, et notamment les jeunes, c'est ce qui permet de créer du lien, comme la culture d'une manière générale. C'est ce qui relie et élève les êtres. C'est vrai que j'ai l'impression, à la fois à travers les livres que je publie, d'essayer, du moins que ce soit à travers des essais qui permettent de décrypter le monde, ou de la littérature qui permet tout simplement de s'en évader, de créer des dénominateurs communs entre les gens. La littérature, c'est souvent la lecture, la première expérience d'empathie, se mettre à la place d'un personnage, découvrir d'autres univers que le sien, c'est commencer à se frotter à cette altérité et à l'accueillir. Lire ensemble pour vivre ensemble, ça ne me semble pas aberrant. Lattès, c'est une grande maison d'édition généraliste créée en mai 68, une maison qui édite à la fois le Da Vinci Code, le Masque, Sac de billes de Joseph Joffo, donc c'est quand même des très grands titres, très variés. Le but finalement de cette maison, c'est de viser le plus grand nombre. C'est une grande maison généraliste, les éditions Lattès, et qui effectivement essaye de s'adresser au plus grand nombre de lecteurs possible avec une variété de l'offre éditoriale très riche. J'essaye de garder cette richesse de l'offre en proposant aussi bien des thrillers du duo star français Les Giacometti Raven. En littérature française, ça va de Olivia Ruiz, qu'on a fait entrer en littérature avec La commode au tiroir de couleurs, qui s'est écoulée à plus de 500 000 exemplaires. Adèle Bréau, qui est une nouvelle auteure qu'on a montée avec notamment des best-sellers comme Frangine et L'heure des femmes. Sandrine Colette, qui vient d'être récompensée par le prix Goncourt des lycéens pour Madeleine avant l'aube, mais aussi Nina Bouraoui. Donc ça, c'est en littérature française. J'ai la chance de porter les éditions du Masque. C'est la première maison dédiée à la littérature policière en France, il y a quasi 100 ans. Le Masque, c'est notamment le fonds Agatha Christie. Agatha Christie qui ne connaît pas la crise. Ce sont des livres qui sont encore prescrits à l'école. À chaque nouvelle adaptation cinématographique, on relit du Agatha Christie. Donc ça aussi, c'est un fond vivant qu'on essaye de porter. Et aux éditions du Masque aussi, essayer de découvrir des nouvelles plumes. C'était le cas avec la nouvelle série de Cozy Crime de Ali Rebéi, Tante Alice Enquête, dans une veine plus roman noir, social, des autrices comme Louise May, ou encore en thriller, Nicolas Lebel. Là aussi, une grande variété de l'offre en littérature policière.
Vous avez finalement été confronté à des cultures assez différentes, hein, avec vos parents qui avaient des attaches, notamment l'Algérie, la Corse. Alors comment est-ce que ce brassage des cultures a influencé votre vision d'éditrice aujourd'hui? Ce qui m'a travaillé, c'est justement, ils étaient au croisement de deux grands moments, que ce soit ma mère qui est née pendant la Seconde Guerre mondiale en Alsace, qui était occupée par les Allemands, ou mon père, pied noir, quittant l'Algérie. C'est des grands moments de l'histoire justement mondiale. Par ailleurs, mes parents, professeurs d'histoire géo, et notamment en publiant des romans qui entremêlent petite et grande histoire, qui font découvrir des pages méconnues de l'histoire à travers la fiction. Et parfois, ça fonctionne mieux qu'un manuel. C'est vrai que j'ai eu l'impression de continuer dans ce sillon, et que notamment la maison d'édition que j'ai créée, les éditions Les Escales, était totalement dédiée à cette promesse, la promesse d'évasion, une invitation au voyage. Chaque titre est une escale dans ce voyage en littérature, et en même temps des grandes sagas, fresques romanesques qui entremêlent petite et grande histoire, à l'image d'un des succès de la maison, en tout cas le premier succès de la maison, L'île des oubliés, de Victoria Hislop, qui nous embarquait sur cette île au large de la Crète, l'île de Spinalonga, qui est la dernière colonie de lépreux en Europe, page méconnue de l'histoire, qui était traitée à travers 3 générations de femmes, pour le coup personnages de fiction. Alors être éditeur, c'est avoir une vision. Comment vous y prenez-vous pour savoir finalement ce qui va marcher? Est-ce que c'est ce qu'on appelle le zeitgeist un peu, donc l'air du temps? Ou est-ce que c'est complètement autre chose, l'intuition? Il y a une part d'intuition évidente, notamment quand on considère des textes de fiction, des romans, puisque là on est sur vraiment notre subjectivité. Qu'est-ce qui nous émeut, nous fait vibrer, nous fait rire dans tel texte et peut plaire au plus grand nombre. En revanche, sur les essais, de fait, sans doute une part de zeitgeist, comme vous dites, qui est travaillée en restant bien à l'affût justement de chaque mouvement de société. Par exemple, on a créé aux éditions Lattès un label qui s'appelle Nouveau Jour, qui est justement pour essayer de traiter des questions de genre, de classe, de marge sous un jour nouveau. Là, c'est vraiment être à l'affût de ce qui travaille, y compris les jeunes lecteurs. C'est vrai qu'à la faveur de succès comme Le talent est une fiction de Sama Karaki ou Les hommes hétéros le sont-ils vraiment de Léana Lestra, qui ont été des vrais succès de librairie portés par leur éditrice Jeanne Morosov, on est venu capter quelque chose de l'air du temps, effectivement. Le monde du livre est traversé par des crises régulièrement, notamment du lectorat, les plus jeunes. Comment pensez-vous qu'on peut attirer plus de gens, finalement, avec un temps d'écran qui, dans le temps, ne cesse de progresser? Ça passe à la fois par montrer que la littérature aussi peut être attrayante, sexy, que l'expérience de lecture, l'expérience à partager avec les auteurs peut être aussi stimulante que d'autres loisirs qui via les écrans. C'est à nous aussi de le montrer éditeurs. C'est pour ça que nous, par exemple, pour promouvoir les romans de Olivia Ruiz, on a lancé une grande tournée de lecture musicale qui, en croisant les univers, permettait aussi d'attirer des gens qui s'étaient détournés de la lecture. Ce qu'on a prolongé aussi avec une romancière comme Nina Bouraoui, qui a fait pendant 1 an la tournée des plus grandes salles grâce au festival littéraire dans un format de lecture musicale avec Souad Massi autour de son ouvrage Grand Seigneur. Donc ça, c'est des formats qu'on a essayé aux éditions Lattès vraiment de promouvoir en partenariat avec les libraires toujours qui nous font vivre. C'est aussi bien entendu investir tous les endroits où sont les plus jeunes lecteurs pour promouvoir un ouvrage du duo star, donc Giacometti Raven. On a fait une campagne dans les jeux vidéo, innové sur les formats digitaux. Alors, votre autrice Sandrine Colette vient d'avoir le Goncourt des lycéens, d'ailleurs déjà félicitations, pour Madeleine avant l'aube. Alors racontez-nous un petit peu la genèse de ce livre. Sandrine Colette, c'est une romancière que je défendais dès son premier livre au livre de poche en catégorie policier. C'est une histoire assez particulière, l'histoire de Sandrine Colette. Elle est entrée en littérature en étant catégorisée polar, avec d'ailleurs un franc succès, des Nœuds d'acier, Grand Prix de littérature policière. Et quand je suis arrivée aux éditions Lattès, c'était l'occasion de l'accueillir
en grand format, avec aussi Constance Trapenard, son éditrice. Et l'idée, c'était de la positionner en littérature générale. C'est ce qu'on a fait à partir de Et toujours les forêts, le premier roman de Sandrine Colette publié en littérature générale, qui a eu là aussi en fait conquis tout un nouveau lectorat qui ne se tournait pas forcément vers la littérature policière, puisqu'en fait, comme il n'y a jamais eu une seule enquête, un seul commissaire dans un livre de Sandrine Colette, c'était de la littérature noire, explorant la noirceur de l'âme humaine, mais pas littérature policière stricto sensu, avec toujours son même talent pour explorer vraiment la complexité de l'âme humaine, le territoire sauvage aussi qui survit en chacun d'entre nous. Eh bien, elle a conquis un nouveau lectorat. Elle a vraiment porté avec toute l'équipe de la maison pour la faire accéder aujourd'hui à un des plus beaux prix en rentrée littéraire, ce prix Goncourt des lycéens. C'est vrai qu'on le disait à l'heure où justement on s'interroge beaucoup sur comment faire lire les jeunes. C'est un prix qui a d'autant plus de résonance pour nous. C'est une belle reconnaissance. Être publié relève toujours du parcours du combattant. Pour des jeunes auteurs, que conseilleriez-vous à quelqu'un pour se lancer? Nous, aux éditions Lattès, on considère vraiment tout ce qui nous arrive. L'an dernier, on a eu un très beau succès avec ce premier roman envoyé par la poste par Julie Héraclès, Vous ne connaissez rien de moi. Histoire particulière qui nous arrive là aussi, envoyé par mail cette fois-ci, mais d'un auteur inconnu, Paul Richardot, qui lui est à l'origine né. Il a fait l'école de la parfumerie. Depuis la lecture du Parfum de Patrick Suskind, n'a pas trouvé en littérature d'autres romans qui évoquaient aussi bien le pouvoir universel des odeurs, donc a décidé de l'écrire. Fragrantia, qui est un thriller olfactif qu'on a déjà vendu dans le monde entier avant même sa parution en France, puisque l'équipe formidable des sessions de droit ici l'a vendu dans 10 pays sur ce concept très universel. Donc mon conseil, c'est vraiment de tenter quand on est totalement habité par une histoire, que ce soit d'ailleurs d'inspiration autobiographique ou par un concept, comme je le décrivais avec Paul Richardot pour Fragrantia, se lancer dans l'écriture, n'envoyer que quand, en revanche, le texte paraît suffisamment abouti. On a tellement de manuscrits à considérer que c'est vrai qu'on considère rarement des extraits de manuscrits. Et bien entendu, travailler un ton, parce qu'il faut qu'on sente que le texte soit habité par une voix unique, une singularité, que ce soit celle de l'histoire ou celle de l'écriture, une nécessité d'écriture et une singularité qui permettent de le distinguer par rapport à d'autres textes.